Pour 200 000 abonnés, qui est l'auteur de la doctrine des chances? Réponse A, Isaac Newton. Réponse B, Abraham de Moivre. Réponse C, Thomas Bayes. Ou réponse D, Pierre-Simon Laplace. Alors, parmi vous, j'imagine qu'il y en a qui connaissent la bonne réponse à cette question, notamment ceux qui ont lu la formule du savoir et ont une excellente mémoire. Mais je parie que la plupart d'entre vous ont beaucoup d'incertitudes vis-à-vis de cette question. Il est ainsi probable que si vous deviez répondre à ce questionnaire à choix multiples, ou QCM, vous répondriez un peu au hasard. Et ça, malheureusement, c'est devenu assez courant. Vu que les QCM ont le bon goût d'être faciles à corriger, on a tendance à les privilégier dans de nombreux examens. Un QCM, par opposition à un examen classique, c'est un énorme gain de temps, d'énergie et surtout d'argent. Et oui, car les correcteurs, il faut les payer. Mais ce n'est pas tout. Du côté étudiant, un QCM, en un sens, c'est aussi plus juste qu'une dissertation. Après tout, la manière dont les professeurs notent les dissertations contient pas mal d'aléatoires. Et c'est pas Thibaut qui va me contredire. Et ça, c'est gênant parce que la note de l'étudiant risque alors de dépendre de quel professeur corrige la copie de l'étudiant, voire pire encore, de si le professeur a bien mangé avant de corriger la copie de l'étudiant. Donc les QCM ont des avantages vis-à-vis des examens traditionnels. Ils ont toutefois également de nombreux inconvénients. En premier lieu, ils empêchent de tester la réelle compréhension du sujet par l'étudiant. En s'entraînant sur des QCM type, un étudiant peut ainsi parfois apprendre à avoir une bonne note à l'examen sans avoir à faire l'effort de comprendre le contenu du cours au programme de l'examen. Et ça, c'est d'ailleurs un cas particulier de ce qu'on appelle la loi de Goodhart, qui est peut-être la plus importante des lois de l'économie et qui a des conséquences critiques pour la manière de structurer nos organisations et de programmer les intelligences artificielles. Mehdi et moi en parlons d'ailleurs longuement dans un livre sorti récemment. En second lieu, les QCM ont le mauvais goût de donner lieu à des injustices a posteriori. En effet, le fait que les étudiants répondent parfois au hasard fait qu'un étudiant A peut obtenir une meilleure note qu'un étudiant B alors que l'étudiant A a mieux compris le cours que l'étudiant B. Les QCM sont ainsi un peu à mi-chemin entre un examen adéquat et une loterie. Enfin, et peut-être surtout, les QCM donnent aux étudiants la mauvaise habitude de juste deviner et de choisir une réponse. Ils habituent ainsi les étudiants à raisonner de manière déterministique et à ne pas faire particulièrement attention au degré de confiance en la validité de leur réponse. Alors, pour corriger ces défauts des QCM, certains proposent parfois de pénaliser les mauvaises réponses au QCM. Voilà qui peut ainsi motiver les étudiants à admettre qu'ils ne sont pas assez sûrs d'eux et qu'il leur vaut mieux s'abstenir de répondre plutôt que de tenter une réponse au hasard. Clairement, ça, c'est bien mieux que d'encourager systématiquement les étudiants à deviner une unique réponse. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre qu'il y a mieux, et même beaucoup mieux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une manière de transformer les QCM en examens qui n'ont pas les 3 grands défauts des QCM classiques, ou disons qu'ils les ont moins. Et l'astuce pour y arriver, comme vous l'avez sans doute deviné, c'est de rendre les QCM bayésiens. Alors, petit aparté historique, les QCM bayésiens ont été inventés par un professeur d'informatique de la Burgundy University. Bon, en fait, c'est l'université de Bourgogne à Dijon. Et ce professeur, c'est Olivier Bayeux, qui est d'ailleurs aussi youtubeur. Après avoir lu mon livre La formule du savoir, Olivier m'a envoyé un email où, au milieu d'un tas de remarques très intéressantes, il propose une nouvelle façon d'examiner les étudiants. Je cite: imaginons maintenant un QCM bayésien avec, pour simplifier dans un premier temps, des questions ayant 2 réponses possibles. Au lieu de choisir une des réponses, les étudiants donnent leur crédence en chacune d'elles. Ça, c'est vraiment la vulgarisation Science for All à son meilleur. Honnêtement, ça se voit peut-être, mais je suis terriblement fier de cet échange. L'idée qu'un livre que j'ai écrit puisse susciter des réflexions de cette qualité, franchement, waouh! Merci Olivier. Oui, car en poussant l'idée d'Olivier un peu plus loin, je me suis rendu compte d'à quel point elle est brillante. Ainsi, cette fois, au lieu de choisir une réponse parmi les 4 réponses proposées, l'étudiant devra assigner des probabilités à chacune des réponses. Donc si vous êtes l'étudiant et n'y connaissez absolument rien, vous mettrez sans doute 25% à chacune des réponses. Alors que si vous êtes sûr que l'auteur du livre est Newton, vous mettrez 100% à Newton et 0% au reste. Mais bien sûr, vous pouvez avoir des réponses plus nuancées, comme 10%, 20%, 30% et 40%. D'ailleurs, je vous invite à mettre pause et à écrire vos réponses probabilistes en commentaire. Ou si vous avez peur de vous tromper publiquement, je vous invite à écrire vos réponses probabilistes sur un bout de papier. Et faites-le vraiment, c'est vraiment instructif d'essayer de le faire. Et puis ça vous évitera de dire après coup « je le savais » alors que non, vous ne le savez peut-être pas. Allez, je vous laisse encore 10 secondes pour mettre pause.
Qui est l'auteur de la doctrine des chances? Réponse A, Isaac Newton. Réponse B, Abraham de Moivre. Réponse C, Thomas Bayes. Et réponse D, Pierre-Simon Laplace. Alors, si vous y connaissez un petit peu en histoire des sciences, vous savez peut-être qu'Isaac Newton n'a jamais vraiment parlé de probabilité, que De Moivre a été le premier à explorer des versions du théorème central limite, un théorème fondamental des probabilités, que Bayes s'est intéressé aux probabilités mais était frileux à l'idée de publier, et que Laplace est le premier grand probabiliste de l'histoire des sciences. Si c'est le cas, peut-être que vous assignerez des probabilités 1%, 45%, 4% et 50% aux 4 réponses. Ce seraient alors ces probabilités qui formeraient votre réponse. Bon, si c'est ce que vous avez répondu, eh bien bon, vous n'avez pas eu tout à fait juste. Il se trouve que la bonne réponse est la réponse B, Abraham de Moivre. Fun fact, en 1685, De Moivre a fui la France suite à la révocation de l'édit de Nantes pour rejoindre du coup la Social Society à Londres où il a eu la chance de devenir pote avec un certain Newton. Et c'est là-bas qu'il publia son livre sur les probabilités. Et c'est un livre vraiment important puisqu'il influencera pas mal notre cher Laplace qui lui publiera des travaux révolutionnaires. Laplace! Ok, donc si vous avez répondu 1%, 45%, 4% et 50%, alors vous vous êtes trompé. Mais vous vous êtes pas non plus trop planté, puisque vous avez quand même donné 45% à la bonne probabilité. Est-ce à dire que vous êtes trompé de 55% du coup? Est-ce que le nombre de points que vous avez marqué à ce QCM devrait être 45 points? Non, pas vraiment. Et vous voyez pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il serait une mauvaise idée de donner 45 points à un étudiant qui aurait répondu 45% à la bonne réponse? Allez, pour vous aider, pour avoir des pistes de réflexion, je vais mettre quelques vignettes YouTube autour de moi. Ça vous aide? Oui, le gros problème de cette façon de noter, ce sont les incentives que cela produit. Les étudiants finiraient alors peut-être par se rendre compte qu'ils n'ont pas intérêt à révéler leurs vraies crédences. En fait, dans notre cas, un étudiant qui aurait les crédences qu'on a décrites aurait intérêt à parier 0,00100%. En effet, ça lui ferait une espérance de points égale à 50 points par opposition aux 45,42 points obtenus en moyenne pour une réponse honnête. Autrement dit, s'il répondait constamment en exagérant la réponse qu'il considère la plus crédible à des QCM du genre, l'étudiant gagnerait en moyenne plus de points qu'en décrivant sa vraie incertitude. Et ça, c'est vraiment pas cool parce que ça garde pas mal des mauvaises propriétés de la notation classique des QCM. Non, pour concevoir un bon QCM bayésien, il faut aussi et surtout que la notation du QCM s'assure de donner l'incentive aux étudiants de raisonner de manière vraiment bayésienne. Ce genre de notation, ça existe. On parle de notation strictement propre, même si je trouve que la terminologie est vraiment pas top. Et du coup, plutôt que de parler de notation propre, je vais parler de notation incentive compatible, bon, ça c'est la version en anglais, ou en français, disons de notation pro-honnêteté. Une notation pro-honnêteté, c'est littéralement une notation qui favorise l'honnêteté. Et alors, il se trouve qu'il existe plusieurs notations pro-honnêteté, comme la notation logarithmique ou la notation sphérique. Mais la plus simple et peut-être la plus adéquate, c'est sans doute la notation dite quadratique. D'une certaine manière, ici, la bonne réponse était en fait 0, 100%, 0, 0. La notation quadratique consiste à calculer 1 moins la somme des carrés des erreurs. Autrement dit, la note ici serait 1 moins 0,01 moins 0 au carré, plus 0,45 moins 1 au carré, plus 0,04 moins 0 au carré, plus 0,5 moins 0 au carré, ce qui nous fait approximativement 0,45. Bien entendu, un individu qui aurait donné la bonne réponse, c'est-à-dire les probabilités 0, 100%, 0 et 0, aurait gagné 1 point. A l'inverse, un individu qui se tromperait maximalement, par exemple s'il donnait des probabilités 100%, 0, 0 et 0, aurait gagné moins 1 point. Autrement dit, il aurait perdu 1 point. Enfin, un individu complètement ignorant aurait répondu 25% à chacune des réponses, le nombre de points qu'il aurait marqué est le résultat de ce calcul qui est égal à 0,25 points. Et donc une remarque que l'on peut faire, c'est qu'un individu qui marque un nombre de points négatifs est un individu qui d'une certaine manière se trompe plus qu'un individu ignorant. Et ça c'est vraiment intéressant parce que ça montre qu'un individu raisonne en fait mal et en particulier son raisonnement n'est pas suffisamment probabiliste. Mais du coup notre étudiant qui lui a essentiellement réussi à écarter 2 réponses a marqué bien plus de points qu'un étudiant ignorant. Pour rappel, notre étudiant avait marqué 0,45 points. Et ça permet bel et bien de quantifier sa supériorité épistémique. Cet étudiant qui a réussi à écarter 2 réponses se situe bien entre un individu ignorant et un individu savant.
Voilà qui suggère que cette approche permet vraiment de noter les étudiants de manière plus juste. Chaque étudiant reçoit ainsi une note qui correspond davantage à son état de connaissance. Et ça, c'est chouette. Mais en fait, c'est loin d'être le plus chouette avec les QCM bayésiens. La propriété fondamentale des QCM bayésiens pro-honnêteté, c'est surtout d'encourager l'honnêteté intellectuelle dans la description de notre état de connaissance. Et ça, à bien y réfléchir, c'est une propriété extrêmement rare dans nos sociétés. On nous encourage souvent à prendre une position et à défendre cette position comme si notre vie en dépendait. On favorise si souvent celui qui a un avis tranché et use et abuse de rhétorique, de moquerie et d'appel à la meute pour la défendre. Malheureusement, le doute et l'incertitude légitimes sont rarement valorisés parce que les récompenses qu'on donne ne nous invitent pas à réfléchir en ces termes. Les QCM bayésiens changent complètement la donne. Ils nous encouragent au contraire à décrire l'étendue de notre ignorance et pénalisent littéralement le bullshit. Leur propriété de pro-honnêteté peut nous habituer à une toute autre hygiène épistémique. Or, comme l'explique si bien Julia Galef, si on veut mieux réfléchir, la première étape est d'aligner les récompenses que l'on a avec les incentives à être intellectuellement honnête. Les QCM bayésiens semblent être un outil indispensable pour y arriver. Enfin, et peut-être surtout, les QCM bayésiens semblent nous habituer à développer des raisonnements probabilistes. Ils nous invitent à quantifier notre ignorance et à la révéler publiquement. Ils nous motivent aussi à manipuler des probabilités pour décrire adéquatement cette ignorance, ce qui semble vital pour réduire nos risques d'excès de confiance. Alors, bien sûr, les QCM bayésiens ne résolvent pas tous les maux de l'examination. Il persistera des étudiants qui parviennent à réussir leurs examens sans comprendre le cours, des injustices dues à la chance et des étudiants qui devinent sans réfléchir. Cependant, les QCM bayésiens semblent donner des incitatifs qui réduisent chacun de ces effets tout en gardant la bonne propriété d'être facile à corriger et de conduire à la même notation d'un correcteur à l'autre. Bref, les QCM bayésiens me semblent avoir toutes sortes de propriétés fantastiques et j'adorerais voir leur déploiement en pratique. Donc si vous êtes enseignant ou si vous connaissez un enseignant, j'aimerais vraiment vous encourager ou vous encourager à encourager d'autres à tester des QCM bayésiens sur vos étudiants et à me faire des retours positifs ou négatifs. Sur le court terme, je doute que ce soit révolutionnaire, mais à force de s'habituer et d'habituer notre entourage à raisonner en termes probabilistes, il me semble qu'on progressera tous grandement dans notre compréhension et dans notre maîtrise du bayésianisme. Et ça semble critique pour penser plus juste et pour débattre de manière plus productive. La dernière fois, on a parlé des croyances orphelines et RP partage une croyance orpheline qu'il a, donc félicitations à lui, c'est toujours très cool de voir des gens partager des cas où ils ont mal raisonné. L'exemple que prend RP, c'est quelque chose qu'il a entendu à propos d'un individu et du coup à cause de cette rumeur, il a eu un mauvais préjugé par rapport à cet individu, mais il se trouve qu'en fait la rumeur concernait quelqu'un d'autre, mais il a gardé quelque part au fond de lui, sans être parfaitement conscient peut-être, ce mauvais sentiment, cette mauvaise a priori envers l'individu en question. Et ça, c'est clairement un truc qui m'arrive aussi très très souvent, de me dire « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne », et ensuite de me rendre compte qu'en fait ce qui n'allait pas, c'est quelque chose que je croyais avoir entendu au sujet de cette personne, alors que j'ai compris après coup que la rumeur était fausse ou que en fait elle ne concerne pas cette personne en particulier. Et plus généralement, ceci montre vraiment le problème des premières impressions. En fait, quand on a une première impression de quelqu'un, la première fois qu'on le rencontre, on a tout de suite les premiers trucs qui impliquent un certain sentiment par rapport à cette personne. Et malheureusement, les fois suivantes où on rencontre cette personne, il est possible qu'on oublie pourquoi on a eu ce genre de sentiment et peut-être potentiellement pourquoi est-ce que la cause n'était pas si justifiée, peut-être que la personne était stressée par exemple, mais on oublie cette cause et du coup on reste juste sur la mauvaise première impression que l'on a de cet individu sans forcément méditer suffisamment d'où vient cette première impression. Ça me paraît vraiment être un excellent exemple et j'ai un peu honte de dire que j'y avais pas pensé au moment de préparer la vidéo la semaine dernière. Paul Amblard lui fait la remarque que dans nos modèles internes, on a souvent des boucles de causalité. Donc typiquement, plus je fais de vidéos, plus il y a de gens qui me suivent, mais plus il y a de gens qui me suivent, plus je vais avoir la motivation pour faire plus de vidéos. Du coup là, on a une boucle de rétroaction. Et ça, en termes de réseau bayésien, c'est assez catastrophique puisque pas mal des analyses classiques et des réseaux bayésiens ne s'appliquent pas à des réseaux bayésiens qui auraient ce genre de boucle. En fait, par défaut, souvent dans la littérature, on va considérer des graphes de causalité dits acycliques, c'est-à-dire sans cycle, sans boucle. Et ça simplifie grandement leur analyse. Dans le même genre, on a tout le cas de la théorie des jeux, où c'est des gens qui interagissent avec d'autres gens. Et du coup, l'interaction, si elle est stratégique, chacun réagit à la stratégie de l'autre. Et du coup, on a une boucle de rétroaction où chacun réagit à la stratégie que l'autre réagit à la stratégie de l'un, et ainsi de suite.
Du coup, dans pas mal de modèles, on a en fait des boucles de causalité et très probablement dans le cerveau, on a également des boucles de causalité. Et le truc avec les boucles de causalité, c'est que ça peut conduire à des incohérences. Sans compter qu'il y a souvent des phénomènes assez exponentiels qui émergent et que du coup, on a beaucoup de trucs qui explosent et du coup, les trucs deviennent plus tout fiables. Bref, pour avoir des modèles qui s'analysent assez bien, on a tendance à éviter ces boucles de causalité. Et une façon d'enlever ces boucles de causalité, ça revient à, d'une certaine manière, déplier ces boucles de causalité en imaginant qu'il y a plusieurs versions, par exemple, de ma motivation et plusieurs versions de mon nombre d'abonnés, par exemple, qui évoluent au cours du temps. Et donc, si on déplie ce graphe de causalité, en fait, ce qui se passe, c'est plutôt que le nombre d'abonnés que j'ai à un instant donné influence ma productivité au temps t plus 1, alors que ma productivité au temps t va influencer mon nombre d'abonnés au temps t plus 1. Et du coup, en dépliant ainsi les boucles de causalité, on obtient à nouveau un graphe acyclique. Et d'ailleurs, ce que je présente là, c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans l'épisode pour les réseaux de neurones, où on a vu que les réseaux de neurones dits récurrents sont en fait équivalents d'un point de vue calculatoire à des réseaux de neurones beaucoup plus grands qui ont été ainsi dépliés. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode et que ce sera appliqué quelque part, si possible de plus en plus souvent. Je pense que ces QCM bayésiens, ça peut vraiment changer la manière dont on réfléchit de façon plus générale. Nous nous habituons à voir ces raisonnements probabilistes. Bref, j'aimerais bien que ça décolle un petit peu ce genre de choses. Ceci dit, une critique qu'on me fait souvent, c'est que ça amène toujours les gens à parier d'une certaine manière. Et on a tendance à penser que parier c'est mal. Eh bien, la semaine prochaine, je vais défendre la thèse opposée et je vais essayer de vous convaincre du fait que parier c'est super bien en vous parlant du poker. Même si bon, les jeux d'argent avec modération et tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci au tipeur pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. What determines which mode we're in? Why are we sometimes scouts and sometimes soldiers? My answer is that it all comes down to incentives. I'm sure you're already familiar with the power of incentives in shaping people's behavior in general. The new piece that I'm adding here is that incentives don't just shape how you behave, they shape what you believe and how you think. So a corollary of this is that if you change people's incentives, their level of intellectual honesty will change as well. The payoff for being accurate is big enough, it can even outweigh existing incentives that people have to self-deceive. This is the same principle behind the idea that a bet is a tax on bullshit. You can see this principle in action when often someone will make like a confident claim like there's no way the Democrats could lose or there's no way this idea will work. And then if you offer to bet with them, like offering them, basically inviting them to put their money where their mouth is, suddenly they shift back towards scout mode and realize, maybe I'm not as confident in this claim as I thought I was. You can notice this in yourself, like if you say something that seems true to you in the moment, and then someone asks, like, would you bet with me, at even odds about that? Or you can even ask yourself, like, would I be willing to wager money, on this? Often you'll notice that your level of confidence shifts, or you like suddenly realize, there are actually a bunch of ways that could like fail to happen, and I'm like, I wouldn't actually wager a lot of money on that. There are also internal incentives, emotional rewards or punishments doled out by your own brain. Enjoyment, satisfaction, pride, frustration, boredom. These are all powerful incentives that shape our behavior and our thinking just as much as money or social approval do. If you look carefully at slow-mo footage or basically any photograph of racewalkers themselves, you'll realize that pretty much everyone leaves the ground. Not just occasionally because of a push or stumble, which is allowed, but on almost every stride. In fact, it is well recognized by the racewalking community that most racewalkers regularly leave the ground and may even be in the air up to 10% of the time. So everyone is breaking the rules.